Bon, et ben bonjour tout le monde. Alors en ce moment c'est le confinement, et puis c'est moyen rigolo quand même. Depuis ma première rencontre avec ce globe-trotteur, je le suis sur les réseaux sociaux et autres aussi en privé. J'ai modestement participé à concrétiser l'un de ses derniers rêves, un véritable film de cinéma sorti prévu 14 septembre 2020, si tout va bien. En cette période de confinement, mars, avril, mai 2020, je vous propose de le retrouver. Il présente lui-même une tranche de vie exceptionnelle, sa vie. Alors bien sûr, on le connaît grâce à l'émission « J'irai dormir chez vous ». Mais ce saltimbanque de l'image a commencé à l'âge de 20 ans grâce au service militaire. Comme quoi, c'est avec son culot et sa désinvolture qu'il sillonnera toute la planète, en expédition scientifique, à bord d'un sous-marin nucléaire ou bien en ballon dirigeable, reporter de guerre aussi au Liban, et même correspondant pour CBS News dans les années 84-85. Bref, je lui cède la parole et ses archives pour notre plus grand plaisir. Alors, Antoine, c'est à toi. Alors on reçoit pas mal de choses sur internet qui nous changent un peu les idées, mais il faut quand même remarquer que même quand c'est rigolo, ça parle encore de confinement. Donc moi ça me saoule, j'aime bien faire prendre ma petite route à moi, et puis surtout j'ai envie qu'on rêve un peu. Donc la seule chose que je peux faire, moi, puisque je suis comme tout le monde, je suis confiné, je ne peux pas aller me balader, rencontrer les gens, etc. En fait, c'est vous parler de voyage. Alors je ne vais pas vous parler des voyages que j'ai fait avec J'irai dormir chez vous, parce que ceux-là, en principe, vous pouvez les connaître. Et en tout cas, vous pouvez les trouver sur Internet en cherchant un peu. Il y a quand même pas mal d'épisodes en ligne. Donc, je vais vous raconter les voyages que j'ai fait avant. Parce qu'en fait, J'irai dormir chez vous, j'ai commencé, j'avais 43 ans. Et moi, j'ai commencé à voyager à 20 ans. Ce qui fait qu'il y a plein de voyages que j'ai fait avant, dont je n'ai pas spécialement parlé, et qui sont quand même vachement intéressants. Je dirais même que les expéditions que j'ai faites avant de faire J'irai dormir chez vous, était plus exceptionnel que J'irai dormir chez vous. Parce que J'irai dormir chez vous, je suis très content de le faire, je rencontre des gens, mais à la limite, tout le monde peut le faire. Alors que les expéditions que j'ai faites avant, c'était des trucs qui m'ont emmené dans des endroits absolument incroyables. Je veux dire, c'est des gouffres de glace au Groenland, dans des falaises au Mexique. J'ai fait du reportage de guerre, plein d'expéditions scientifiques, des films animaliers. J'ai plongé à 5000 mètres avec l'Ifremer, un petit sous-marin jaune, 8 heures de plongée. J'ai plongé en sous-marin nucléaire, enfin j'ai fait des tas de trucs complètement exceptionnels avant. Le radeau des cimes, je vais vous en parler aussi ça du radeau des cimes. C'est accroché? Ça marche, c'est accroché. Putain, attention, regarde devant toi. Tenez-vous. C'est bon. Laurent de Dany, on vient de s'amarrer de façon très sportive. Et donc, ce que je vous propose, si vous avez envie de vous évader, c'est de me suivre pendant quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas combien de temps ça va durer, puisque moi je ne prévois jamais rien, donc je ne peux pas plus prévoir ça que le reste. Je vais vous emmener dans ces voyages que j'ai faits. Et pour ça, je me suis fait un petit décor. Un petit décor qui est un petit peu exotique, qui est un peu plus gai, qui est dans des couleurs chaudes. Ça va bien avec la chemise d'ailleurs. Alors j'ai réussi à retrouver aussi quelques images qui permettront d'illustrer un petit peu ce que je vais vous raconter. Et vous allez voir que j'ai fait quand même des très beaux voyages. Des voyages surprenants. Ok, je me mets large et il faut vraiment essayer de passer le plus près possible. Ah, c'est joli là, c'est joli. Allez, je tourne. Donc, on va commencer par le début. Pour moi, le début, ça commence à l'armée. Le service militaire, normalement. Sauf que moi, il ne voulait pas de moi et que moi, je voulais aller... Enfin, si, il voulait bien de moi pour le service militaire, mais il ne voulait pas m'emmener, me prendre au service cinéma des armées, qui s'appelait l'établissement ciné-photo des armées, le CPA.
parce que j'avais aucune expérience, que j'avais été viré du lycée à 17 ans et que j'étais, on va dire, bon à rien. J'étais enthousiaste déjà, mais bon à rien. Donc, ils ne voulaient pas de moi. Alors, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de m'engager dans l'armée pendant 2 ans, de faire un service militaire qui était plus long. Et à ce moment-là, ils me prenaient au service cinéma des armées. On n'appelait pas comme ça, je sais, on se fait toujours reprendre quand on dit le service cinéma des armées, mais ça, c'est clair pour tout le monde. Voilà. Toujours est-il que quand je me suis engagé en 1979, ça fait plus de 40 ans, et pour faire des films. Alors, j'étais censé être ingénieur du son, parce que j'avais quand même quelques notions, parce que j'avais lu des modes d'emploi de magnétophone, et en fait, j'avais le sens de la technique, ça, on ne peut pas me le retirer. Et du coup, je me retrouve après 2 mois de classe au Fort d'Ivry, où se trouve donc ce fameux établissement ciné-photo des armées. Et là, j'ai senti que j'avais choisi la bonne voie, déjà. Et alors, j'ai fait pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, parce qu'après, je suis resté encore un peu comme civil, des films pour l'armée. Et on a commencé par me vérifier un petit peu que j'étais capable de faire mon boulot. Donc, on m'a fait enregistrer un fusil mitrailleur dont ils avaient besoin, hein. Et moi, je suis allé avec mon magnétophone, mon micro, j'ai enregistré le truc, ça s'est bien passé, ils étaient contents. Et là, je ne plaisante pas, ils m'ont envoyé à Beyrouth. Ils m'ont envoyé au Liban, c'était la guerre du Liban. Et c'est comme ça que je suis devenu casque bleu. Pourquoi casque bleu? Parce que l'armée française ne pouvait pas envoyer des militaires qui n'étaient pas dans les casques bleus. Donc, on m'a mis un béret bleu clair, le pactage, le treillis, etc. Et je me suis retrouvé à Beyrouth pour faire un film sur les casques bleus. Alors ça a été un départ assez rapide et vraiment j'ai commencé à découvrir ce que c'était que l'aventure. Parce que c'était une période qui était relativement calme. Mais il y avait, rien que d'arriver dans un pays en guerre, Beyrouth était quand même très très détruite. Il y avait par exemple des immeubles qui ressemblaient à du pain d'épices. Tellement il y avait eu d'impact de balles, on aurait dit du pain d'épices. Et j'ai passé 15 jours là-bas. Alors, ça s'est quand même très bien passé parce que c'était une période qui était relativement calme. Et ce qu'il faut savoir, et là je ne vais pas vous le raconter en détail, mais quelques années plus tard, j'ai travaillé pour la télévision américaine, pour la chaîne CBS News, et là on faisait de l'actualité. Et ça a été beaucoup, beaucoup plus chaud à cette période, parce qu'on s'est fait bombarder régulièrement, on s'est fait tirer dessus, on est arrivé dans des endroits où il s'était passé des choses vraiment atroces. Et ça, je ne veux pas vous raconter, parce que j'ai envie de vous faire rêver, de vous emmener dans des voyages. Donc, ça a été le début de ma carrière. Le reportage de guerre, les films avec l'armée, où j'ai fait des trucs quand même formidables avec l'armée. Par exemple, j'ai plongé en sous-marin dans le Tonnant, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. On a plongé à 300 mètres. C'est des trucs que tu ne fais pas le reste de ta vie, quoi. D'ailleurs, je vais vous dire un truc marrant, c'est que le sous-marin est tellement compressé par la pression que, par exemple, les portes des toilettes ne ferment plus. Il ne faut surtout pas être dedans, parce que tu ne les ouvres plus non plus. On a fait aussi un truc qui était pas mal, c'est qu'on faisait beaucoup d'hélicoptères. Et moi, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de tout essayer. Donc, je dis au pilote de l'hélico, des nombreuses fois où on faisait de l'hélicoptère, je lui dis, j'aimerais bien essayer de piloter un petit peu en l'air. J'ai déjà piloté un avion, ça c'était pas vrai. J'aimerais voir ce que ça donne. Puis le gars au début me dit non, puis au bout d'un moment il me dit oui. Je sais pas pourquoi. Alors, dit comme ça, on se dit non, c'est pas possible. Si, parce que prendre le manche d'un hélicoptère en l'air, quand il y a une double commande et que tu as un autre mec qui tient les commandes et qui sait bien piloter, en fait, c'est pas si dangereux que ça. C'est un peu la même chose que si tu étais sur l'autoroute et puis qu'il y avait 2 volants dans la voiture et puis qu'on est en train de rouler à 120 et puis tu dis est-ce que je peux tenir le volant? L'autre, il a un 2e volant, il peut te laisser le volant. C'est pas dangereux. Donc, moi, je me retrouve à piloter l'hélicoptère. Et c'était en fait assez instinctif, surtout que j'avais un 2e hélicoptère qui était devant moi et c'était assez naturel de le suivre, quoi. Donc, j'ai fait ça. Et un peu plus tard, j'ai demandé dans un avion si je pouvais piloter l'avion parce que j'avais déjà essayé un hélicoptère. Et là, c'était vrai. Et pareil, j'ai fait du pilotage d'avion en l'air. Attention, c'est vraiment pas, je ne sais pas piloter ni un avion ni un hélico. Mais tout ça pour dire que quand j'étais dans le sous-marin nucléaire, j'ai eu envie de faire la même chose. Donc j'ai demandé au mec si je pouvais tenir la barre. Et ils m'ont dit oui. En fait, je vais vous dire comment ça se passe.
tu as une espèce de télé, il y a des traits, des quadrillages, des machins, puis il n'y a rien à voir en sous-marin. Et j'ai tenu la barre pendant un petit quart d'heure pour voir, pour m'amuser. Et pourquoi je vous dis ça? Ben, c'est juste pour vous dire que la plongée qu'on avait faite en sous-marin nucléaire à cette époque, en fait, c'était le Premier ministre ou ministre de l'Armée, je ne sais plus, Pierre Mauroy, qui avait voulu faire une balade en sous-marin nucléaire. Et nous, on nous avait demandé de filmer ça. Donc moi, en tant qu'ingénieur du son, j'avais fait le son de ce petit reportage. Mais c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, je peux me vanter d'avoir été le chauffeur de Pierre Mauroy dans un sous-marin nucléaire. Voilà, ça ne sert à rien, mais ça m'amuse. Alors ensuite, ben, j'ai continué à voyager. Après avoir fait CBS, où là, vraiment, ça a été plusieurs années. Je vous raconterai ça une autre fois. C'est pas drôle. Pas que drôle. Mais j'ai voulu partir en voyage parce que je me rendais compte que les expéditions, tous ces trucs-là, c'était ma vie. Je voulais y aller. Et à ce moment-là, il y avait d'ailleurs un organisme qui existe toujours, qui s'appelle la Guilde européenne du raid. Alors, cet endroit mettait entre autres des aventuriers, des gens qui voulaient partir en expédition entre eux. Ceux qui organisaient, qui cherchaient du monde. Et moi, je prends un petit papier, il y avait un endroit où tu peux mettre tes petites annonces, et je mets ingénieur du son, libre tout de suite pour partir en expédition, n'importe où. Et puis quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil d'un mec qui me dit qu'il part en expédition au Pérou, en Amazonie, en montagne, etc. Et qui cherche quelqu'un pour faire le film. Mais il veut quelqu'un qui fait tout le film. Et moi, en fait, je suis juste ingénieur du son. Alors j'ai déjà filmé un petit peu, mais pas grand-chose, en Super 8, quoi. Et puis, il commence à me raconter le voyage. Donc, il s'agit de partir en montagne au Pérou, faire des sommets de 6000 mètres, et puis après, aller en Amazonie, faire un raid énorme, passionnant, génial, quoi. Et moi, je me dis, attends, je ne peux pas laisser passer ça, quoi. Donc, je dis, ok, je vais faire le film. Donc, je n'avais jamais réalisé, j'avais jamais filmé avec une caméra professionnelle, semi-professionnelle en plus, en film. En film, ça veut dire que quand tu as filmé, tu ne vois pas tes images. Tu vois tes images quand tu reviens, 2-3 mois après. Donc, je lui dis, est-ce que je peux avoir la caméra pour faire des essais, pour vérifier qu'elle marche bien? En réalité, je ne veux pas vérifier si la caméra marche bien. Je veux surtout vérifier si je suis capable de filmer. Et donc, j'achète une bobine de 30 mètres que je mets dedans. Je vais dans un jardin public. J'achète une petite cellule à la FNAC. Et puis, je lis le mode d'emploi. Je mets en application le mode d'emploi. Et je filme dans le jardin public. Je fais des trucs. Et puis, je fais développer la pellicule. 2-3 jours plus tard, elle revient. Les images sont bonnes. Je dis, ok, je pars. Partir, oui. Mais pour combien de temps? Est-ce qu'il va pouvoir tenir le pari? Et comment trouver le budget? Rappelons tout de même qu'Antoine est bien jeune à l'époque, ou presque, et son compte à la dérive. C'était quand même pour partir 4 mois. Et puis, il fallait financer ce film. Et à l'époque, sur Antenne 2, il y avait une émission géniale qui s'appelait Les Carnets de l'aventure. Donc, on prend rendez-vous et on va expliquer l'expédition qu'on veut faire, etc. Et puis, il me dit ce qu'il va faire le film. Je dis, bah, c'est moi et tout. Alors, je sors mon CV d'ingénieur du son, qui montre clairement que j'ai jamais rien fait d'autre que des prises de son. Et puis, bah, en fait, ça ne les arrête pas. Ils nous disent OK. Et c'est comme ça que je me retrouve quelques jours plus tard, 15 jours plus tard, dans un avion pour le Pérou, avec plein de petites bobines de 30 mètres grandes comme ça pour la caméra que j'avais, qui était une caméra à ressort. Il y avait une manivelle, tu remontais le ressort, tu pouvais faire des plans de 30 secondes. Et puis un petit magnétophone pour faire du son, et il fallait faire les 2 films. Et j'étais quand même un petit peu tendu dans l'avion en me disant, j'ai quand même pris un risque. Parce que ça voulait dire que pendant 4 mois, je n'allais pas voir une seule image de ce que j'allais faire. Ça veut dire peut-être que quand j'allais revenir après 4 mois, tout était pourri, j'avais merdé un truc que je ne savais pas. Et puis, tout le monde aurait été quand même assez déçu, et moi le premier. Et puis, bon, je vous dis tout de suite, ça s'est très bien passé, j'ai ramené les 2 films. Mais
j'ai découvert aussi l'étranger, les autres pays. Parce que moi, je n'avais jamais voyagé, à part ce petit truc à Beyrouth. Et il faut bien voir un truc, c'est que en 1983, eh ben, la Terre n'était pas du tout mondialisée. C'est-à-dire que quand tu allais dans un autre pays à l'autre bout de la Terre, c'était très très différent. Et nous, on est montés sur les hauts plateaux péruviens, dans les Andes, et c'est là que je me suis aperçu à quel point c'était différent de chez nous, parce que il y avait par exemple, on a dû acheter des petits réchauds pour faire la cuisine. Et c'était des réchauds qui marchaient avec du pétrole ou de l'essence. Et des trucs qu'on n'avait absolument pas chez nous depuis des décennies. Hein. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que tu pouvais acheter n'importe quelle pièce du réchaud. Le boulon, la rondelle, tout était vendu au détail. Le petit joint, enfin, toutes ces conneries-là. Et alors que nous, déjà, en France, on était franchement dans la société de consommation. Je veux dire, tu avais un appareil qui tombait en panne, bah, tu le changeais. Pourquoi tu le changeais? Parce que la pièce détachée, tu ne pouvais pas la trouver. Quand tu arrivais à la trouver, elle coûtait la moitié du prix du neuf. Après, il fallait trouver un mec qui était capable de te la mettre, si tu n'étais pas capable de le faire. Enfin bref, pratiquement tout le monde remplaçait les appareils. Alors que là, au Pérou, tu étais dans une espèce d'économie maximum déjà, et d'exploiter, de réutiliser. Je veux dire, on ne gaspillait pas du tout. Et ça a été une vraie découverte pour moi, en 1983. Et donc, on est parti pour la première expédition. Sur les hauts plateaux, c'était une expédition de montagne. C'était le club alpin français de Megève qui organisait d'ailleurs. On se retrouve donc dans cette expédition. Alors, pour aller au camp de base, comme ça, perdu sur les hauts plateaux, il a fallu louer des camionnettes. Et là, c'est aussi comme ça que tu découvres que les références que tu as en France sur la sécurité, ce que tu peux mettre dans une voiture, dans une petite camionnette, combien de personnes tu peux mettre, eh ben, ce n'était pas les mêmes notions là-bas au Pérou. Parce que dans un petit truc où en France on aurait mis 9 personnes, nous on était 15. Et puis on avait une pyramide de sacs à dos et de matériel sur la galerie qui était sur le toit. Donc quand on est monté dans le machin, il traînait par terre. Les suspensions étaient complètement tassées, il n'y avait plus de suspension. Donc moi je me dis, on ne va jamais y arriver, quoi. Et pas du tout. Ils savent très bien les limites de leurs engins. On est arrivé, on a roulé toute la journée, on est arrivé au fin fond des hauts plateaux, c'était de la piste, hein. Et même par endroits, on était dans l'herbe, il n'y avait même plus de piste. Eh bien si, on y est arrivé. Et là, j'ai commencé à m'apercevoir qu'en France, on a des normes de sécurité, qui étaient d'ailleurs bien moins draconiennes il y a une petite quarantaine d'années, mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Alors oui, on prend un peu de risque parfois, mais c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur un camp de base, dans un endroit absolument féerique, avec des petites bêtes qui couraient partout, des chinchillas, des petites espèces de petits... Un peu comme des lapins avec une grande queue, quoi. On ne les a jamais vraiment vus de près parce qu'ils avaient un peu la trouille. Mais ça a été le début. Et puis ensuite, on a commencé à faire les sommets. Et ce qui était vraiment génial, c'est que moi, je faisais pas de sport, moi, j'allais pas à la gym, tout ça, ça m'intéressait pas spécialement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses, oui, physiques, actifs, mais faire du sport pour le sport, ça m'était jamais vraiment arrivé. Donc, je connaissais rien à la technique de la montagne, rien à rien. Voilà, on va dire, je partais vierge de tout, mais très content d'y aller. Et donc, on a commencé à faire des sommets. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, ce qui était important pour moi, c'était la motivation. C'est à partir de ça que j'avais la bonne énergie. Parce qu'on a fait pas mal de sommets, on en a dû en faire 7 ou 8, le plus haut c'était à 6000 mètres, et je me suis aperçu que quand j'avais ma caméra, j'avais l'énergie. C'est-à-dire que ces mecs qui étaient quand même plutôt des bons sportifs, je les suivais déjà, pour commencer, et surtout, j'arrivais à les filmer, c'est-à-dire je les laissais passer devant moi, la cordée, et puis après, une fois que j'avais fait le plan, je remontais, je les doublais, je me remettais devant et je les refilmais. Alors je faisais ça une ou deux fois, tu vois, parce qu'après j'étais quand même fatigué, mais j'avais la niaque. Alors que quand je partais avec eux pour faire un sommet, genre je prenais pas la caméra, parce que c'est lourd à porter en plus, je me disais, bon j'y vais comme ça, juste pour m'entraîner, m'acclimater à l'altitude, avoir la santé, etc. Ben, en fait, on était arrivé... Allez, on était presque au sommet, mais pas encore en haut. Donc j'aurais pu dire, celui-là, je l'ai fait aussi.
Non, ça m'embêtait, j'ai laissé partir, je dis non, mais ça va, là, j'ai mon compte, je m'arrête, vous me prenez au retour et je redescendrai. Alors aussi, j'ai découvert un peu les techniques de montagne. Le glacier, je n'avais jamais fait ça. Alors, tu mets des crampons à tes chaussures. Dans les crampons, il y a des pointes, comme ça tu ne glisses pas dans la glace. Et puis même à l'avant, tu as des pointes comme ça, clac. Et donc quand tu montes sur le glacier, ça va, c'est assez simple. Tu ne glisses pas, tu as des bâtons pour t'équilibrer, on est encordé, tout ça, ça va. Et puis, on est arrivé en haut d'un sommet. Et là, ils ont décidé, pour gagner du temps, et parce que c'était sûrement plus rigolo, de descendre en rappel. Mais moi, c'est pareil, j'avais fait ça. Et bien, le rappel, je vais vous raconter comment ça se passe quand tu n'as jamais fait ça. L'idée, c'est de descendre un à pic avec une corde. Mais tout seul, puisque tu es censé savoir faire. Donc, tu as un descendeur qui est un bignou dans lequel tu passes la corde, et après, tu peux gérer la descente. Ça, dans le principe, c'est assez simple à comprendre. Mais le truc, c'est que tu as la trouille. Parce que pour descendre, déjà, il faut reculer. C'est-à-dire que le vide, il est derrière toi, on n'y va pas en avant. Donc déjà, le trou est derrière, tu recules. Et ben ça stresse. Et puis, tu arrives à l'angle, à l'endroit où il y a la pique. Et là, il faut faire un truc qui est vraiment contre nature, c'est partir en arrière et mettre ton cul dans le vide. Et te faire retenir par la corde. La corde dans laquelle tu es censé avoir confiance, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et du coup, au lieu de partir en arrière comme il fallait faire, eh ben, je reste vertical et je me pète la gueule. Je me retrouve vertical le long de la paroi, collé comme un j'en sais rien, un légume. Et puis, alors des mecs qui se foutent de ma gueule, ils m'engueulent et tout. Donc j'ai fini par arriver à repousser la paroi avec les mains, comme ça, à mettre mon cul en arrière et avoir les jambes tendues contre la paroi. Et là, effectivement, c'est très facile de marcher en arrière en descendant la paroi et en faisant glisser la corde. Voilà, c'est comme ça s'appelle la formation sur le tas. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire du rappel. C'était vraiment c'était le début de cette vie d'aventure que j'ai eu la chance de mener depuis 40 ans quand même. Et donc c'est comme ça que j'ai fait le premier film que j'ai réalisé, qui est passé à la télévision sur France 2, Antenne 2, pardon, il a dû passer en 84, un truc comme ça. Mais l'expédition ne s'arrêtait pas là. Il y avait une deuxième partie de l'expédition. Alors le Pérou, c'est pas la porte à côté. Ni une ni deux, il enchaîne. Il va se frotter au danger de la jungle avec l'Amazonie. Est-ce qu'il va en sortir indemne? Là est la question. Antoine, t'es toujours là? Alors, ce voyage au Pérou, ça s'est pas terminé avec cette première expédition. Il y en avait une deuxième qui était beaucoup plus aventureuse, beaucoup plus extraordinaire, parce que c'était en Amazonie. Je vais vous raconter l'idée. Et c'est pour vous dire que quand on est jeune, on n'a pas vraiment le sens des valeurs. L'idée, c'était de partir de Pucallpa, qui est une petite ville au Pérou, en Amazonie, de remonter une rivière qui s'appelle l'Ucayali, qui est un des affluents de l'Amazone, de remonter ça jusqu'à un petit rio qui s'appelait le Chéchéa. Et le Chéchéa, toujours avec ce zodiaque, on avait un gros zodiaque de 5 mètres, c'était de remonter le Chéchéa, cette petite rivière, d'arriver à sa source, et ensuite de marcher une trentaine de kilomètres dans la jungle avec le zodiaque, tous les bagages, le moteur hors bord, d'arriver à une autre rivière, de descendre cette rivière qui rejoignait l'Amazone et d'aller jusqu'à Belém, à l'autre bout du Brésil, sur la côte atlantique. Je vais vous dire tout de suite, c'était totalement impossible à faire. Parce que déjà, le petit Rio Chéchéa, quand tu le remontes, tu crois qu'à la source, elle est navigable? Non, pas du tout. C'est bien avant d'arriver à la source qu'il n'y a plus d'eau. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. Et puis surtout, de descendre à Belém, ça aurait été des mois avec notre petit zodiaque. Alors maintenant, je vais vous raconter le voyage. Au départ, on devait faire cette expédition avec un zodiaque. Alors un zodiaque, vous voyez ce que c'est ces bateaux gonflables avec un moteur hors bord qu'on voit un petit peu partout. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme on voulait. C'est-à-dire que le début a été plutôt chaotique.
Et honnêtement, avec les années qui sont passées, je regrette de ne pas l'avoir mis dans le film. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir illustrer le début du voyage, parce que je n'ai pas les images. Parce que ce que j'avais tourné à l'époque, tout ça c'est perdu. Moi, il ne me reste que le film. Donc, on a commencé et on aurait dû être 6. Et puis, comme il y en a qui se sont engueulés les uns avec les autres, on est parti qu'à 3. Mais heureusement, parce qu'à 3, plus un guide qu'on avait pris sur place pour nous aider, le bateau n'avançait pas. C'est-à-dire qu'on a chargé tous nos bagages sur le Zodiac et on met le moteur à fond, on s'éloigne du bord et on n'avance pas du tout. C'est-à-dire qu'on voit le courant qui passe, et donc évidemment on a le moteur, mais la berge elle ne bouge pas parce que Zodiac contre courant ça fait à peu près 0. Donc on a fini par s'éloigner là où il y avait moins de courant et on a fini par pouvoir commencer à remonter, mais on n'avançait pas. Donc je vous laisse imaginer si on avait été 6 à bord, on n'aurait jamais pu partir quoi. Et donc on commence à remonter l'Ucayali, la rivière. Et on a remonté pendant une semaine avant d'arriver à l'embranchement du Chéchéa. Alors là, il a fallu changer de solution, de technique, parce qu'on savait bien qu'on n'allait pas pour remonter le Rio, il n'y avait pas assez d'eau, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le transport local, c'est-à-dire qu'on a loué une pirogue, avec un mec qui savait l'utiliser. Et ça aussi, c'est génial. C'est que tu es dans un tout petit village, un hameau. Tu es avec ton Zodiac et tu loues une pirogue en bois. Et pourquoi une pirogue en bois? Parce que là où tu vas devoir passer sur des troncs d'arbres en travers de la rivière qui sont à moitié immergés, avec une pirogue en bois, tu prends de l'élan et paf, tu tapes dessus, tu passes. Tu fais ça avec un Zodiac et un moteur hors bord, tu déchires ton Zodiac et puis l'expédition elle est terminée, parce que c'est pas fait pour ça. Et il y a un deuxième truc, c'est qu'il y avait un moteur sur cette pirogue que j'avais jamais vu. C'est-à-dire un énorme moteur complètement hors de l'eau et avec un long arbre. Et au bout de l'arbre, il y avait l'hélice. Mais ça, c'est pareil, c'est super bien parce que l'hélice, tu la mets à peine dans l'eau, tu peux la soulever très facilement quand tu dois passer par-dessus un tronc d'arbre et même tu peux creuser le sable avec l'hélice. Si jamais il y a un endroit où il n'y a pas assez d'eau, tu creuses le sable avec l'hélice. C'était des techniques, il faut toujours employer des techniques locales parce qu'elles sont adaptées au pays. La pénétration par voie fluviale est la seule possible dans cette partie de la planète où il n'existe pratiquement aucune piste. Par endroits, le passage se fait plus délicat, ce qui ne réjouit guère Sylvain et Marie-Claude qui ne savent pas nager. Donc on remontait l'Ucayali, ça prenait du temps, on n'avançait pas. Et puis... en fait, le soir, on avait peur de se faire voler le Zodiac. Donc, j'ai décidé de dormir dedans. Mais la première nuit, puisque j'étais pas très malin encore, j'ai dormi sans moustiquaire. Et je peux vous dire qu'en Amazonie, dormir sans moustiquaire, c'est pas très raisonnable. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de moustiques. Alors, ce que j'ai fait, j'avais une sorte de drap. Je me suis couché sur le dos dans le Zodiac. Et puis, j'avais coincé le drap sous mes pieds et sous ma tête. Et puis j'avais le doigt perpendiculaire pour faire un peu comme le piquet d'une tente, quoi. Et les moustiques, ils me piquaient le doigt. Alors évidemment, j'ai tenu comme ça pendant une 3/4 d'heure, 1 heure, et puis après, je me suis endormi, et puis ils m'ont piqué toute la nuit, et puis j'ai pas chopé le palu. Ça m'est arrivé, mais pas cette fois-là. Et ça a quand même été une nuit un peu compliquée. Mais en fait, c'est le lendemain que j'ai eu la bonne idée, parce qu'on avait des tentes qui étaient avec des arceaux en fibre de verre. Et en fait, il y avait 3 arceaux qui s'entrecroisaient. Et j'en ai enlevé un. Du coup, ça faisait à peu près la largeur et la longueur du Zodiac. Donc, j'ai pu m'installer dans le Zodiac, protéger les moustiques. Et là, j'ai bien dormi. Voilà. Alors, il y a eu un moment aussi qui a été assez chaud. Et je pense qu'on n'est pas passé loin d'avoir des vrais ennuis. C'est qu'un soir, à la tombée de la nuit, on était en train de faire le feu, de commencer à cuisiner, etc. Et puis, on était sur une plage, sur la petite rivière, quoi, dans une courbe de cette petite rivière, le Chéchéa. Et à un moment, j'ai vu arriver un Indien qui était avec son arc, mais vraiment bandé avec une flèche, etc., et qui avançait tout doucement vers nous. Et là, vraiment, je ne sais pas ce qu'il allait faire. En fait, je ne savais pas s'il avait peur, et qu'il se disait « Oula, qui c'est ces gars-là ?»
ou s'ils venaient vraiment pour nous agresser, nous dévaliser, quoi. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Je veux dire, quand on part comme ça, loin, dans des endroits comme l'Amazonie ou ailleurs, en fait, moi je trouve que le plus grand danger, c'est pas qu'il y ait des gens méchants, c'est les mêmes dangers qu'on a chez nous. C'est-à-dire qu'il y ait des voleurs, des bandits, des trucs comme ça. Et celui-là, je ne sais pas vraiment ce que c'était. Mais quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, vraiment, je ne le sentais pas du tout. Et heureusement, on avait notre guide qui parlait complètement espagnol, etc., et qui connaissait complètement la région. Et là, il ne l'avait pas vu. Et donc, moi, je l'ai tout de suite appelé en lui disant « Ah, il y a quelqu'un là, je ne sais pas trop ». Il est venu, et dès que l'autre a vu qu'on n'était pas simplement des gringos, quoi, des touristes perdus dans la forêt, et là, il s'est calmé. Et puis, ils ont discuté un petit peu, mais je n'ai pas senti que c'était vraiment détendu comme discussion. Toujours est-il qu'on n'a pas eu d'ennui. Mais je pense qu'on aurait été juste 3 Européens comme ça perdus, je ne sais pas ce qui serait passé. Et j'ai beau temps pour le savoir. Alors, je n'ai pas d'image de cet Indien, évidemment, parce que c'était vraiment pas le moment de filmer. Et au bout de quelques jours, mais vraiment, ça faisait déjà 8-10 jours qu'on était partis, on est arrivé dans un tout petit village, et là, c'était extraordinaire. Extraordinaire parce que on était très loin de la civilisation. Il n'y avait que le chef qui avait un t-shirt. Tout le monde était habillé avec des vêtements traditionnels. Et même le tissu, c'est eux qui le faisaient. Ils tissaient. Il y avait des métiers à tisser partout. Et ils faisaient leurs vêtements. C'était des vêtements, un rectangle de tissu avec 2 couches. Et il y avait une encoche sur les 2 côtés pour passer les bras et une encoche en haut, un trou, pour passer la tête. Et tout le monde était habillé avec cette espèce de sac à patates. Et c'était génial parce que les gens, d'abord, ils n'avaient jamais de visite. Donc, on a été super bien accueillis. Ça a été formidable. Et puis, c'est là qu'on a décidé de faire une sorte de raid pour faire quand même une expédition. On avait un film à faire, nous, en pleine forêt amazonienne. Comment est la selva? La selva, no hay camino. Pas de chemin. Et qu'est-ce qu'il faut emmener? Lo mínimo 15 kilos. Pas plus de 15 kilos pour pouvoir marcher. Et c'est très fatigant de marcher dans la selva? Sí, tiene que fatigar bastante, fatiga la caminata. Et ce qui était drôle, c'est que nous, on avait nos sacs à dos, on avait un peu de bouffe lyophilisée, du riz, enfin bref, on avait un peu ce qu'il fallait. Et puis, on a pris un guide. Et le guide, il s'est fabriqué son sac, il l'a tressé avec des végétaux, et son truc, il était super bien fait, aussi bien que nos sacs à nous. Donc, encore une fois, je découvrais que on avait du matériel, mais on ne savait pas tout, et loin de là. Et on est parti à travers la jungle pour 3-4 jours de raid comme ça. Et ce qui était drôle, c'est que lui, le guide, il se dirigeait avec le soleil. Parce qu'il n'y avait pas de sentier, il n'y avait rien. On passait à travers la jungle. Ce qui était drôle, c'est quand il n'y avait pas de soleil. Parce qu'il me demandait où était le soleil. Parce que moi, j'avais une boussole. Donc, en fonction de l'heure et du nord, je lui disais, le soleil, il est à peu près par là. Et lui, il continuait. Alors que sinon, il utilisait le soleil, c'était drôle, il ne regardait même pas le soleil, il regardait sa machette. Il regardait où était l'ombre de sa machette. Et avec ça, en fonction de l'heure, il savait dans quelle direction on devait aller. On s'arrête en milieu d'après-midi, car la lumière diminue très tôt dans la forêt. On marche en moyenne 6 à 7 heures par jour, et le soir, quand on pose son sac, c'est vraiment un moment privilégié. On change de rythme. Il faut bien sûr dégager un endroit pour monter le camp et préparer l'eau pour le lendemain, mais comparé au reste de la journée, ce sont des travaux reposants. Et on a marché comme ça, donc une bonne petite semaine. Et on est enfin arrivé à un endroit où on a récupéré notre pirogue pour redescendre. Quand on est arrivé à la ferme d'Hermann, on était bien content d'arriver. Mais quand on pensait qu'en 7 jours, on avait fait moins de 25 km dans une forêt grande comme plus de 10 fois la France, on était bien obligé de se rendre compte qu'on n'avait pu se faire qu'une toute petite idée de la forêt amazonienne. Ça a donné ce deuxième film que j'ai réalisé, qui est passé aussi sur Antenne 2. Et ce que j'ai découvert quand on est redescendu à Pucallpa avec notre petit Zodiac, qu'on n'était plus que 3 dessus et qu'on avait beaucoup moins de matériel, c'est qu'un Zodiac,
Ça déjauge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça déjauge? Ben nous, on avait notre petit zodiaque pour monter, on a avancé, puis on avait un gros bourrelet de flotte, et on avançait à, allez, on va parler au kilomètre-heure, à 5, 10 km/h. Et puis là, comme on était beaucoup moins chargé, le zodiaque, il a fait un truc qu'on voit partout à la télé. Mais moi, je ne savais pas que c'était ça, j'avais jamais fait attention, simplement. C'est que d'un seul coup, le zodiaque, il avait comme ça, et il s'est soulevé, et là, on s'est mis à foncer, mais à une vitesse que je ne connaissais pas, qu'on n'avait pas du tout découvert pendant l'allée, et on est redescendu en 2 jours, ce qu'on avait mis 8 jours à monter, quoi. C'était génial. Bref, l'aventure, le grand air, j'étais super content. Et ça, c'était le début de mes voyages. Antoine avait mis le pied à l'étrier. Voyager pour lui allait devenir sa source de vie. Passer au documentaire, oui, ça pouvait le faire, mais encore fallait-il trouver une idée. Et donc... Alors quand je suis revenu de ces 2 voyages, au Pérou, en Amazonie, etc., je me suis dit que j'avais vraiment envie de réaliser des documentaires. Ça m'avait vraiment plu. En plus, cela était passé à la télévision, dans l'émission Les Carnets de l'Aventure. Donc, je me disais, je peux essayer d'en faire d'autres. Et j'avais très envie de faire un reportage sur les gens qui plaquent tout pour aller vivre avec un voilier tout autour du monde comme ça. C'est une idée d'abord que j'avais eu envie une vie que j'avais eu envie de mener. J'avais eu envie de me payer un voilier, de partir, de vivre sur des plages perdues, etc. Et puis, j'étais jamais allé jusqu'au bout. Mais c'est pour ça que j'avais commencé à travailler, parce qu'au début, j'étais quand même un peu glandu. Et donc, je voulais faire ce film. Je vais voir Thalassa et je leur explique ce que je veux faire. Et ils me disent, oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, je montre mes 2 films, mais il faut quand même reconnaître qu'ils étaient quand même pas super bien faits. On voyait bien que c'était un débutant qui les avait faits, donc je ne les ai pas convaincus. Et ça m'énervait, parce que j'étais sûr que c'était un beau sujet, qu'il allait être profond, que ça allait être humain, etc. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse un film, que j'ai quelque chose à leur montrer. Donc, je me suis dit, il n'y a pas 50 solutions, je vais le produire. Avec mes sous. Et donc, à l'époque, je roulais en mobilette. J'avais une vieille voiture pourrie. Et je me suis dit que, plutôt que de me payer une belle voiture, comme la plupart de mes copains, j'allais donc me financer ce film. Alors, j'ai cherché une idée de sujet. Et là, il y avait un mec absolument formidable qui s'appelait Chomo. Chomo, c'était un ami plus ou moins de mes parents, qu'ils connaissaient quand même assez bien. Mais il était absolument incroyable. C'était un sculpteur. Il vivait dans la forêt de Fontainebleau, sur un terrain où il y avait une espèce de petite maison qui était en ruine, mais complètement pourrie, toute repeinte, mais plein de sculptures partout. Et surtout, il avait construit des bâtiments, mais immenses, en plâtre, en bois, avec le toit, c'était des capots de voitures qu'il avait soudés. Les fenêtres, c'était des bouteilles qui étaient prises dans le plâtre, et la lumière passait à travers, évidemment. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque où je l'ai rencontré, il avait 75 ans, un truc comme ça, et il avait une énergie, mais absolument incroyable. Ici, c'est la danse macabre. C'est fait avec des ressorts. Une expérience parmi tant d'autres. Des milliers d'expériences, il n'y a pas de limite. Alors, on va y foutre le feu, bon pour l'enfer. Les bourgeois ne l'auront pas. Et ça va brûler. Terminé, au revoir. Au nom du Père, du Christ, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est roi Conrad Situ. Alors maintenant, il est magnifique parce qu'il brûle lentement. Ça y est, le feu est arrivé aux couilles. Chomo, pourquoi est-ce que vous avez brûlé ce dessin? Je brûle ces dessins parce que personne ne veut s'occuper de moi. J'ai créé toute ma vie et on s'aperçoit que tout ça, c'est la petite combine, c'est les petits amis. On favorise des imbéciles à la Côte d'Azur qui font des carrés et des ronds. On leur fait des musées, on fait des musées pour les étrangers. Mais c'est épouvantable. Il y a ici un village entier d'art total. Eh bien, personne ne se dérange. C'est pour ça que je brûle mes dessins. Je brûlerai tout. Et même s'il fallait tout faire sauter à la dynamite, je ferais tout sauter avant de crever. Les gens, les Français, vous savez ce qu'ils font? Ils fabriquent de la merde. C'est écœurant. Mais c'est pas leur faute, on ne leur a jamais dit. Et ce qui était vraiment extraordinaire avec lui, c'est pas uniquement le fait qu'il vivait comme ça, sans argent, dans cette maison, qu'il allait faire les poubelles pour trouver à manger. Enfin, vraiment, il vivait dans des conditions extrêmement difficiles. Mais c'est qu'en plus, c'était un créateur incroyable. Parce que, vous savez, il y a des artistes, ils développent leur technique.
ils avancent. Et ils ont une période, par exemple, ils font la période ceci, la période cela, et ils déclinent. Non, Chomeau, c'était pas du tout ça. Le mec, il partait dans tous les sens. Mais c'était une imagination foisonnante comme j'en ai jamais vu. Et j'en ai jamais revu après. Donc, il faisait des sculptures, par exemple, avec du fil de fer, du grillage. Il mettait en forme. Puis après, il faisait fondre du plastique dessus. Et puis, il incrustait des cailloux ou des petits bouts de céramique qu'il avait trouvés. Il faisait des sculptures. Il faisait fondre une poubelle au chalumeau. Il en faisait un visage. C'était quelqu'un qui a fait des sculptures absolument incroyables. Une tête de mineur, un grillage, du plastique de télévision noir fondu dessus, avec un peu de briques pilées incrustées dans la matière. Regardez comme c'est beau comme matériau. C'est plus beau que du bronze parce que ça respire. Ça respire, l'air passe à travers. C'est un matériau vivant. Mais pas uniquement des sculptures, il faisait aussi de la musique, il faisait des peintures, il écrivait des poèmes. C'était un fou furieux, mais avec le bon côté du fou furieux. L'artiste doit être disponible à toutes les sensibilités où il n'est pas artiste. Et aujourd'hui, il y a très peu d'artistes. Je vous dis autant que je peux le dire, ils sont tous morts. Si un peintre ne fait que de la peinture, il est mort. Si un musicien ne fait que de la musique, il est mort. Si un sculpteur ne fait de la sculpture, il est mort. L'artiste doit être total, ce sera l'avenir. Même si ça vous emmerde. Moi, j'étais complètement fasciné par ce mec. Et donc, je loue des caméras. Et je fais venir un copain qui filme. Enfin, des caméras, une caméra. Ça coûtait déjà vachement cher. Et puis, on va commencer à filmer. Parce qu'à l'époque, je vais vous dire un truc. Il y avait ou des caméras amateurs qui étaient vraiment pas bien, ou des caméras professionnelles qui coûtaient super cher. Mais comme il fallait que je fasse le sérieux, que j'assure, eh ben, je loue des caméras. Et donc, on filme. Il y a des premières séquences, ça se passe super bien, c'est passionnant. Le mec, il dégage, il crève l'écran, il est formidable. La création est spontanée. Dans tous les domaines. Ouais. Par exemple. J'ai appris un jour, en sculpture, j'avais fait une sculpture concrète avec mon idée d'imbécile d'homme et de mon raisonnement d'homme. Et puis, on m'a appelé, la sculpture est tombée à l'envers. Et je me suis aperçu que mon envers était plus sérieux et plus beau que mon endroit. Mon endroit, c'est mon raisonnement. Et l'envers de cette sculpture, c'est l'inconscient. T'as compris? C'est important, ça. Et puis, je revenais pour lui dire bonjour, pour prendre des nouvelles, etc. Et là, je voyais qu'il avait encore fait des nouvelles sculptures, mais dans un domaine qui était complètement différent. Ça n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais filmé. Et je me disais, mais c'est pas possible, ça doit être dans le film. Et je retournais à Paris, je relouais une caméra, je revenais avec un copain pour filmer. Et on faisait des nouvelles images, etc. J'ai mis un pognon là-dedans. J'ai dépensé pas mal de sous. Mais le film, il est formidable. Il y a un type qui a atteint des degrés peut-être très élevés, c'est dans le prélude de Lohengrin avec Wagner. Quand Wagner en parle un petit peu, moi ça me fout l'affaire de poule, comme on dit. Ou ça me fait remonter les couilles. Ça me fait de l'effet. Le reste, c'est de la merde. C'est du raisonnement. Par exemple, la musique, c'est un Digan qui est tout seul en ce moment. C'est le printemps, les nuits sont belles. Sa femme l'a abandonné. Il prend son violon, il t'arrache les tripes. C'est ça la musique. J'ai passé des nuits comme ça chez lui, des journées entières à discuter dans sa cuisine, parce que quand tu veux faire un portrait d'une personne comme ça, il y a un truc qui est très important, c'est de prendre le temps de se connaître, le temps qu'il se sente à l'aise avec toi, le temps qu'il a envie de te dire les choses. Et c'est à partir de ce moment-là que tu arrives à rentrer dans des trucs très profonds, très humains. Et en plus, Chomeau, c'était un mec qui était quand même assez extraordinaire, parce que quand il n'était pas content, il te rentrait dans le chou. Hein. Ça, c'était vraiment direct. Et alors, pour entretenir tout ça, ça doit être quand même... Mais je l'entretiens pas. Alors, ça dépérit. Hein? Mais non, ça dépérit pas. C'est à l'abri des intempéries, c'est dans les bâtiments. Oui, mais celles qui sont dehors se couvrent de mousse. Ah, ben ça patine, c'est bien, ça vit. Du reste, écoute, je t'en prie, tout est provisoire. Toi, moi, les arbres, les animaux, tout est provisoire. Nous sommes tous des provisoires. Tout ce qui a été dressé sera abattu, t'inquiète pas. Bon, et donc tout ce qui est là est condamné à disparaître un jour. Mais non, pas du tout. Tu raisonnes Puisque trop. c'est Si tu raisonnes provisoire. trop, tu feras jamais d'évolution, toi. Puisque c'est provisoire. Comment? Puisque c'est provisoire. Oh, mais le provisoire, en tant qu'homme, puisque l'homme, c'est l'homme qui a inventé le temps, eh ben, le temps n'existe plus, pour ainsi dire. On a toute l'éternité devant nous. Si on ne raisonne pas, on a l'éternité devant nous. On vient au monde inconsciemment, on meurt inconsciemment, puis c'est tout, c'est pas une affaire. Par exemple, je ne vais pas développer ce sujet, c'est le domaine de la réincarnation, mais ça, je t'en parlerai plus tard si tu veux. Alors, d'autres questions de qualité. Moi, je ne me laissais pas faire, donc il y avait une vraie espèce de peut-être un peu de combat au début, mais une vraie estime réciproque. Et on était vraiment copains.
Et c'est pour ça que ce film a autant de profondeur. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir, je vous mettrai un lien. Parce que celui-là, c'est moi qui l'ai produit, donc je peux vous le mettre en ligne comme je veux. Quand j'étais jeune, j'ai fait l'école des beaux-arts, je croyais qu'on faisait de la peinture ou de la sculpture pour vendre. C'est une grosse erreur. L'art n'est pas fait pour être vendu. Chaumont est le bon exemple. Il a installé un village ici à Achères-la-Forêt, en Seine-et-Marne. C'est tout un village. J'ai porté ce village entier, les bâtiments, sur mon dos avec une voiture d'enfant. Je montre le bon exemple. Et tu me parlais tout à l'heure des voisins. Oui, on a la haine de Chaumont, parce que Chaumont se promène avec une voiture d'enfant. C'est un scandale, Chaumont ne se lave pas tous les jours. Parce que se laver tous les jours, c'est enlever justement ce qui fait ta santé. Il y a le côté d'adversité, il y a le côté d'aide à la santé. Et j'ai écrit en conséquence cette belle pensée, être prince dans la nuit quand on mendie le jour. La nuit, je suis un prince, et le jour, je suis un mendiant. Et donc, j'ai fini par faire ce film. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné voir Thalassa, en me disant, bah là, j'ai quand même quelque chose à montrer qui était bien. Mais la personne que j'ai rencontrée, je précise que c'était pas Georges Pernou, la personne que j'ai rencontrée regarde le film, me dit, oui, il est bien, mais ça ne veut pas dire que tu sauras faire un film sur la mer. Et là, ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment énervé parce que je me suis dit, alors attends, il faut que je lui montre le film fini, puis après il va me dire qu'il est d'accord, quoi. Donc j'étais assez ronchon, mais j'ai pas lâché. Je voulais faire ce documentaire et j'ai réussi à le faire. On l'a dit, on l'a compris. Antoine est quelqu'un d'obstiné. Son film, il va le faire. Et voici quelques explications. Alors La route des cocotiers, donc, c'était le film que je voulais faire pour Thalassa. Et Thalassa, ils n'étaient pas convaincus. Il a fallu que je bataille. Et pour vous dire la vérité, j'ai mis 2 ans à les convaincre. C'est-à-dire, je revenais à la charge, je laissais passer 6 mois, puis ils me disaient, mais on t'a déjà dit non. Mais je disais, mais oui, mais réfléchissez quand même. Et puis, au bout de 2 ans, ils ont fini par céder. Mais j'étais pas au bout de mes peines, parce qu'il a fallu faire le film. Et j'avais quand même très peu de sous, parce qu'ils ont donné, à l'époque, je vais vous dire, c'était 70 000 francs. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, on ne se rappelle plus, mais sachez simplement que la moitié du budget de ces 70 000 francs, ça a servi à payer uniquement les billets d'avion. Parce qu'on a tourné à 2 en France, aux Canaries, au Brésil, aux Antilles, et je suis allé tout seul, parce que là, vraiment il n'y avait plus de sous, en Guyane. J'ai fait un petit saut des Antilles jusqu'en Guyane et je suis revenu. Et heureusement que j'avais mon copain Thierry Machado qui a accepté de tourner gratuitement. À l'époque, on était des jeunes, on voulait tout faire, on était à fond. Et qui m'a suivi sur ce film et qui a fait l'image. Donc, il y a eu 35 000 francs qui sont partis dans les voyages. Et le reste, ça a servi à faire tout le reste du film. C'est-à-dire louer le matériel de montage, payer les cassettes, payer les repas. Quand on est parti, il fallait quand même qu'on mange. Et il est resté 325 francs. C'est-à-dire que ça a été assez chaud. Alors évidemment, j'ai monté le montage, il s'est passé dans ma chambre de bonne. À l'époque, j'habitais dans une chambre de bonne, j'avais 10 mètres carrés. J'avais installé les magnétoscopes, il fallait que j'enjambe les magnétoscopes pour aller dans le petit coin salle de bain. Enfin bon, ça a été un film qui a été, qui revient de loin, je dirais. Alors, on a commencé le tournage. Donc il y a eu la partie France qui était quand même assez fascinante parce que les gens qui veulent partir en voilier, ils veulent vraiment y aller. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout sacrifier. Donc il y avait des gens qui construisaient eux-mêmes leurs voiliers et qui habitaient à côté dans des abris sous des bâches plastiques, dans des vieilles caravanes pourries, etc. C'est vraiment des gens qui avaient la niaque, qui voulaient y aller. Est-ce que tu pourrais estimer à peu près la proportion de ton budget qui passe dans le bateau? 50% à 60% de ce que je gagne. Régulièrement par mois, ça peut parfois, au coup par coup, ça peut atteindre 100%. À ce moment-là, c'est la banque qui paye. Et ce qui était assez étonnant, c'est que je rencontrais aussi des gens qui ne connaissaient pas la mer, qui n'avaient jamais rien fait. C'était le rêve qui les emmenait. Et ça a déjà été la première partie qui était assez fascinante et hyper touchante. Rien de spécial ne me retient. Effectivement, à partir du moment où le bateau est prêt, je puis partir, je ne dirais pas du jour au lendemain, parce que personnellement, je ne suis pas tellement marin, je serais même le contraire, dirais-je. Je suis un terrien. Je ne dirais même pas que j'aime la mer. Vous avez une expérience de la mer? Oui, j'ai tout de même une petite expérience. C'est-à-dire j'ai eu déjà à 11 mètres
mais sur lequel j'étais plutôt passager qu'autre chose. Donc je ne puis même pas prétendre à cette technique, mais je crois que ça peut jusqu'à un certain point s'apprendre. Et puis il faut vouloir partir. Et puis ensuite, je suis parti aux Canaries. Et aux Canaries, tu trouves les gens qui ont déjà fait une partie du voyage. Mais ils sont au moment où, s'ils traversent l'Atlantique, bah, c'est un petit peu un point de non-retour. C'est le saut dans l'inconnu. Et il y en a qui restent plus longtemps. Et puis il y a ceux qui partent. Et c'est vraiment un endroit clé de cette espèce de mouvement de gens qui partent faire le tour du monde. Parce qu'on part pratiquement toujours dans cette direction-là à cause des vents. Parce que tu as les vents qui te poussent. Et donc, j'ai eu toute cette période où j'ai des rencontres qui sont vraiment assez fortes, assez étonnantes. De toute façon, là, on était parti pour une année d'essai en venant passer l'hiver aux Canaries au chaud et puis on remontait en Méditerranée au printemps. Éventuellement, il y avait une deuxième année prévue si vraiment ça nous emballait, mais enfin là, je crois que au bout d'un an, on va rentrer. C'est un essai qui vous a coûté quand même assez cher. Non, on a vendu la maison pour finir de payer le bateau. Pour se repayer éventuellement un appartement, on vendra le bateau. C'est pas un problème de ce côté-là. Alors après, je pars au Brésil. Alors comme d'habitude, je partais avant Thierry, avant le caméraman, pour faire les repérages. Et puis il me rejoignait ensuite. Donc j'arrive à Salvador de Bahia, parce que je savais que c'était un endroit où il y avait pas mal de voiliers, français entre autres, qui faisaient escale, qui faisaient étape pendant quelques années parfois. Et donc j'arrive dans la ville de Salvador de Bahia et je commence à me balader entre autres au bord de la mer. Et un jour, en plein après-midi, 14h, j'étais sur la corniche et il y avait une route à côté. Et à un moment, j'ai vu arriver un jeune qui avait, 14, 15 ans. Et je me suis méfié un peu parce qu'il avait un papier journal dans les mains, avec quelque chose dedans, je n'ai pas trop compris. Il est arrivé à ma hauteur assez vite. Et puis il a sorti un grand couteau de cuisine, il me le met contre, il me tient et puis il me dit monnaie, tout dos, donne-moi tous tes sous et tout. Et là, tu penses super vite. En fait, moi je me méfie un peu du Brésil parce que c'est pas une question que ça soit le Brésil ou la France, etc. Parce que dans tous les pays, il y a des mauvais moments, des mauvaises périodes et des mauvais endroits. Mais je savais que Salvador de Bahia pouvait être un peu touchy. Et j'avais acheté une petite bombe lacrymogène que j'avais dans la poche. J'avais beau être en short et chemisette, j'avais ma petite bombe lacrymogène. Et là, j'ai hésité, je ne savais pas ce que j'allais faire. Est-ce que j'ai essayé de me dégager? Est-ce que je lui donnais tout ce que j'avais? Ce qui n'était quand même pas une bonne idée non plus. Et en fait, je l'ai aspergé avec le gaz lacrymogène. Mais j'ai été tellement rapide que j'ai rien compris. C'est-à-dire que j'ai mis la main dans la poche, comme si je prenais l'argent, j'ai pris la bombe, et j'ai compris ce que j'avais fait. J'étais en train de courir sur la route, en foutant le camp le plus vite possible. Et je me suis retourné, j'ai juste vu qu'il était en train de mettre la main au visage, et qu'il ne me suivait pas, parce que c'était surtout ça mon inquiétude. Mais rien à faire, j'ai continué à courir très vite jusqu'au bout, parce que je ne voulais pas me faire rattraper. Et là, il s'est passé quelque chose d'important, c'est que j'avais eu très peur. Quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai continué à sortir dans les rues parce que j'avais des trucs à faire, j'ai essayé de rencontrer du monde, etc. Mais j'avais peur. Et dès que quelqu'un s'approchait de moi, j'étais hyper inquiet, quoi. J'avais été franchement choqué. Et là, je me suis dit, je ne veux pas avoir peur. Je le vis trop mal. Et c'est assez curieux ce que je vais vous dire, mais j'ai décidé que je n'aurais plus peur. Et quand quelqu'un arrivait vers moi et que j'avais la trouille, je l'engueulais. Donc, je sais que c'est pas très sympa, mais en général, c'est parce que quelqu'un arrivait d'une manière qui n'était pas très sympa non plus. Mais je l'engueulais et je n'avais pas peur. Et le fait de ne pas avoir peur faisait que, bizarrement, on se mettait sur une sorte de pied d'égalité. Et du coup, je ne sais pas, il me respectait, limite on devenait potes. C'était plus du tout le même rapport. Et ça, je vais vous dire que ça m'a servi tout le temps, quand j'ai fait J'irai dormir chez vous, de ne pas vouloir avoir peur. Alors parfois, j'ai la trouille de manière interne, mais ça ne se voit pas. Et ensuite, je me suis vite aperçu qu'à Bahia même, dans la ville de Bahia, il n'y avait pas de voiliers, ils étaient tous dans la baie de Bahia. Et c'est donc là que je suis allé, et c'est là que j'ai rencontré Pierre et Sylvie, qui sont des copains depuis 87, ça fait un petit moment, plus de 30 ans, qui habitaient sur un bateau avec leurs enfants.
Quels sont les inconvénients aussi de vivre sur un bateau comme ça pour un couple avec des enfants? C'est le fait d'être 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, les quatre les uns avec les autres, quoi, sans porte de sortie. Ça demande une grande franchise, c'est-à-dire que les problèmes ne peuvent pas être enterrés et on ne peut pas dire, bon, je vais faire un tour en attendant que ça se passe. Les problèmes, il n'y a pas d'endroit sur le bateau pour les cacher. Donc il faut qu'ils éclatent, quoi. Et ben, ça tient ou ça tient pas. Alors là, ils ont été super parce qu'ils nous ont accueillis avec le caméraman qui m'avait rejoint plusieurs jours sur le bateau parce qu'on n'avait vraiment pas de sous. Là, il ne fallait pas aller dans les hôtels et tout. Et on a pu filmer et voir la vie qu'ils menaient. Et ça, c'était absolument... c'était formidable, quoi, parce qu'on découvrait qu'ils avaient un autre rythme de vie. C'était hyper calme, c'était détendu, ils avaient perdu la notion du temps. C'était une autre manière de fonctionner. En fait, j'étais un peu en train de découvrir ce que je pouvais faire et que j'irais dormir chez vous, là. Alors ça a été le Brésil. Mais comme je vous l'ai dit, après, il y a eu les Antilles. Alors les Antilles, c'était quand même assez différent. On a tourné en Martinique. Mais moi, j'avais envie d'aller en Guyane. Je savais que c'était un endroit qui était extraordinaire parce que c'est quand même beaucoup plus en dehors des routes. Il y a beaucoup moins de touristes, en tout cas à l'époque. Et quand je suis arrivé là-bas, j'y suis allé tout seul parce que je ne pouvais pas payer les 2 billets. Et j'ai juste passé 2 jours. Mais j'ai dormi la première nuit dans une espèce d'hôtel où là, c'était bizarre. Il y avait de la poussière partout, il n'y avait pas de clim, il y avait une espèce de ventilateur qui brassait l'air chaud. J'ai super mal dormi. Et puis le lendemain, je suis allé au petit port. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a un grand port de plaisance, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et donc, tous les bateaux étaient au mouillage dans l'estuaire de la rivière. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, Cayenne peut-être. Et l'endroit était particulièrement difficile parce que les bateaux étaient obligés de se mettre loin du quai, parce qu'avec la marée, ils se seraient retrouvés à sec. Mais là où ça devenait très compliqué pour les gens qui habitaient, c'est qu'ils étaient obligés de prendre leur petite annexe, un petit bateau, pour aller au bord, pour débarquer. Mais le problème, c'est qu'il y avait la marée, et que quand la marée était basse, c'était de la vase, c'était à sec. Donc il y avait des heures où tu pouvais débarquer, ou des heures où tu ne pouvais pas débarquer. Et parfois, il y en a qui partaient, c'était un peu limite, et pof, ils se retrouvaient posés dans un petit bateau de 2 mètres de long, à mi-chemin entre leur bateau, leur grand bateau et le quai, et puis il fallait qu'ils attendent pendant 4 heures. Et je vais dire, 4 heures en plein cagnard, quand il fait vraiment chaud, eh ben, c'est pas très rigolo. Et ils ne pouvaient pas descendre parce que c'était de la vase. Donc ils s'enfonçaient jusqu'aux genoux, et impossible de se déplacer, quoi. C'était infernal. Donc les gens qui vivaient là-bas, ça c'était quand même assez difficile. Alors comment ça se passe pour une maman à bord? Eh ben pas très bien. Très mal même. Parce que pour les bateaux c'est vraiment pas bien, pour les bébés encore moins. Le débarquement pas facile. Enfin si le bébé tombe à l'eau, il y a très peu de chances de le récupérer, quoi. À cause de? À cause du courant, à cause de l'eau, la couleur de l'eau. La Guyane, c'est à vous dégoûter de naviguer, hein. Enfin, de rester au port au moins. Il n'y a aucune infrastructure prévue pour le plaisancier. T'as vu l'état des lieux? C'est triste. 6 heures du soir. La journée de travail est terminée, l'école est finie, on rentre à la maison. Comme souvent dans les conditions de vie difficiles, l'atmosphère est chaleureuse. La solidarité des gens de mer prend ici toute sa dimension. Voilà, et c'est comme ça que s'est terminé le tournage, qui a été un moment important pour moi parce que c'est quand même le premier film que j'ai tourné dans des conditions à peu près professionnelles et qui me laissait entrevoir que j'allais en faire d'autres. Ça, je le sentais, je le savais, et en tout cas, je le voulais. Antoine serait-il en panne d'image? Une petite période à vide? Mais sa bonne étoile brille toujours. Et un nouveau continent se dessine à l'horizon. Bienvenue chez les singes. Ça devrait lui correspondre. Allez, à la prochaine.
Moi, il fallait bien que je continue, et le problème, c'est que j'avais pas d'autres films qui semblaient pouvoir se déclencher tout de suite en tant que réalisateur. Donc, je continue avec mon autre boulot, ingénieur du son, et à ce moment-là, j'ai eu de la chance. Parce que j'ai entendu parler de Gérard Vienne. Alors, Gérard Vienne avait fait 2 grands films avec François Bell, qui étaient Le territoire des autres, sur les oiseaux, et puis surtout La griffe et la dent, qui était un film qui avait été tourné en Afrique, au Kenya beaucoup, et qui montrait la chasse des lions la nuit, etc. Enfin, vraiment des films à l'époque qui étaient complètement novateurs. Et puis, un peu plus tard, il avait décidé de faire un film sur les singes, qui s'est appelé Le peuple singe. Et j'ai entendu qu'il cherchait un ingénieur du son. Donc j'ai pris contact avec lui, je l'ai rencontré, et puis en fait, ça a collé. Et il m'a fait visiter sa cave, et là, encore une fois, j'ai senti que ça basculait. Parce que je suis descendu dans la cave avec lui, de sa maison, et il y avait partout, il y avait du matériel. Il y avait des caméras, il y avait des tables de montage, il y avait des caisses. C'était au-delà du matériel, c'est qu'il y avait des cantines pour l'emmener, ce matériel. Il y avait tout ce qui te montrait que l'expédition était là, que les voyages étaient là. Donc des cantines, des tentes, plein de tentes, je ne sais plus, il y avait plein de matos, mais pas uniquement du matériel de tournage. Et il a accepté de m'emmener avec lui. Et ça a été, encore une fois, formidable. Parce que je suis parti sur le premier tournage que j'ai fait, c'était en Gambie. Avec Thierry, d'ailleurs, qui est venu aussi sur cette expédition-là, sur ce tournage. Et puis, on est donc parti en Afrique, avec des tonnes de matériel. On avait vraiment du matériel, ça n'avait plus rien à voir. Et le film, d'ailleurs, était produit par Jacques Perrin. D'ailleurs, c'est le premier, on pourrait dire, de la série avec le peuple singe, après le peuple de l'herbe, Microcosmos, et ensuite le peuple migrateur. Et donc on s'est retrouvés en Gambie. Alors c'était assez drôle parce que Gérard Vienne, qui était quand même un mec qui avait l'habitude de faire de l'animalier, se fichait de nous parce que nous on n'en avait jamais fait, et il voyait qu'on était tellement ignares sur les animaux qu'il disait, c'est Thierry qui avait dit ça, il disait « Oui, donc en fait il y a 3 catégories, hein. Il y a ceux qui ont des écailles, c'est les poissons, les plumes, c'est les oiseaux, et les derniers ils ont des poils. » Bref, on était... Mais ça, c'est ça qui est génial. C'est quand tu sais pas, c'est quand tu apprends, c'est quand tu découvres. Et on est allé à un endroit, en Gambie, où il y avait des îles, au milieu du fleuve Gambie. La Gambie, c'est un pays un peu bizarre, parce que c'est au milieu un peu du Sénégal, et c'est juste une rivière et les bords de la rivière. Donc c'est un pays qui est tout en longueur. Et à un endroit, il y a des îles, et sur ces îles-là, ils réintroduisaient des chimpanzés. Alors je vous explique. Le problème, c'est que quand il y a des braconniers qui tuent la maman chimpanzé pour prendre son petit, et qu'après ils se font attraper par la police, en gros on se retrouve avec un bébé singe. Et le problème du bébé singe, c'est qu'on ne peut pas le remettre dans la nature. Parce que, 1, il ne saura pas se débrouiller, et puis 2, il va devenir dangereux. Parce que quand il sera adulte, il va faire 60 kilos. Et je peux vous dire que c'est costaud un chimpanzé adulte. S'il n'a pas peur de l'homme, s'il ne considère pas que l'homme c'est une autre espèce et qu'il reste loin, s'il décide d'entrer dans une maison pour faire le frigo par exemple, pour se servir à manger, bah c'est très dangereux, tu ne pourras pas le faire partir, quoi. Et donc le seul moyen de les rendre un peu à la nature, à l'époque, je ne sais pas ce qui se fait aujourd'hui, bah c'était de les mettre sur des îles. Parce que sur ces îles, ils pouvaient vivre en liberté, mais comme ils ne savent pas nager, parce qu'ils sont trop denses, ils sont trop lourds, eh ben, ils restent sur l'île. Donc ils étaient dans une très grande prison. Et les gens qui s'en occupaient leur apportaient à manger tous les jours aussi. Mais ils se débrouillaient quand même dans la nature. Et nous, comme on voulait filmer les singes, c'était un endroit où on est resté assez longtemps. Et on avait fait construire des plateformes dans l'eau, à quelques mètres de la berge, mais qui faisaient que les singes ne pouvaient pas venir. Et c'est de là qu'on filmait, et c'est de là aussi que moi je faisais mes enregistrements.
Et un jour, on arrive avec le bateau, plein de bananes à bord, on était 5 ou 6, et puis celui qui conduisait, je ne sais plus qui c'était, il a raté l'accostage, et on a raté la petite plateforme où on devait s'arrêter, et le bateau est allé taper sur la berge. Et là, moi je ne regardais pas à ce moment-là, j'ai entendu « Attention !» et j'ai entendu « Ch'toum !» un gros son sur le bateau. J'ai même pas réfléchi, parce que j'ai compris que c'était le gros chimpanzé de 60 kilos, qui était toujours assez furibard, qui venait de sauter sur le bateau, et j'ai pas réfléchi, j'ai sauté dans l'eau. Et je regarde autour de moi, tout le monde était en train de nager dans l'eau, tout le monde avait sauté, et le bateau était reparti avec le chimpanzé à bord, et il dérivait dans le courant. Et là, c'était drôle, enfin drôle, d'une certaine manière, parce que je me rappelle qu'il y en avait un qui nageait, il avait un poste émetteur en bandoulière, il y en avait un autre, c'était un appareil photo. Moi, j'avais de la chance, j'avais pas sauté avec mon matériel. Et il y a un truc qu'il faut que je vous dise, c'est que bizarrement, en Gambie, il y avait des mouches tsetse qui te piquent un peu comme des tans en France, quoi. Et moi, elles ne me piquaient pas. Alors, je pense que c'est parce que je bouge tout le temps et que je suis vraiment toujours actif, mais en tout cas, elles ne me piquaient pas. Et ça, la différence est importante parce que moi, j'étais en short et en t-shirt, alors que tous les autres étaient en combinaison. Et du coup, ils avaient vachement de mal à nager. Donc, j'ai pu rattraper le bateau, attraper la corde qui était à l'avant, et puis j'ai nagé en remorquant le bateau, mais surtout en me retournant souvent, parce que je me disais, si jamais il a l'idée de prendre la corde et puis de remonter doucement la corde pendant que moi je nage, il va m'arriver dessus, il va me tirer les oreilles, enfin je ne sais pas ce qu'il va faire, donc je voulais éviter ce genre de truc. Et puis j'ai réussi donc à ramener le bateau à un des pontons que j'ai accroché, et puis on ne savait pas trop quoi faire, donc il y en a un qui est parti, comment est-ce qu'il a fait? Il est parti sur l'île, il est allé faire signe au camp pour qu'ils envoient un deuxième bateau avec ceux qui avaient vraiment l'habitude des singes et qui sont arrivés en lui rejetant d'autres bananes à le faire descendre du bateau et on a pu récupérer le truc. Mais ça a été un moment qui a été complètement fou parce que t'imagines quand même, il y a une équipe de tournage qui sont entraînés normalement à filmer les animaux, qui sont tous en train de nager autour d'un bateau et chacun avec son matériel pendant que tu as un singe, un gros singe, seul maître à bord, qui est en train de sauter, il mangeait des bananes, mais il sautait, il nous faisait des démonstrations pour nous faire peur, quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un truc, à un moment, il a ouvert un sac, et je l'ai vu, il a sorti un appareil photo, et je le voyais, il regardait ce que c'était, en plus il y a l'objectif, ça brille, donc il regarde l'objectif, et puis j'entends qu'il appuie sur le bouton, et j'entends le clac. Je dis, tiens, ça c'est une photo qui va être marrante. Mais la photo, en fait, on ne l'a jamais eue, parce qu'après, il a pris l'appareil photo, il a fait des allers-retours comme ça dans l'eau, comme pour le rincer par exemple, et puis après il l'a lâché, l'appareil photo il a disparu, on l'a jamais revu. Alors le film Le Peuple Singe, il a été tourné dans pas mal de pays. Moi j'ai pas pu tout faire, mais je pense que la partie la plus impressionnante que j'ai faite, la plus formidable, ça a été le tournage en Amazonie, au Brésil. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite demain ou après-demain, on verra. En tout cas, je ne vous oublie pas, restez chez vous. Salut!